Bonjour Monsieur Blanquin-Lassac. Bonjour Diane. Bonjour Paul, qui est venu de Bordeaux, pas spécialement pour cet entretien, puisqu'il n'était pas prévu, mais pour participer à la fête du pays réel où j'aurais dû être. Et puis merci Eric de votre présence aussi. Bon, et bien, vraiment enchanté de vous retrouver, ma fidèle équipe, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Je vous écoute. Alors, cet entretien n'était en effet pas prévu, mais du fait que ce qu'on appelle désormais l'affaire Escada est d'une actualité très riche et chaude, nous allons être amenés à reformuler ce programme. Donc, nous allons donc commencer par l'affaire Escada. Vous étiez inscrit à la fête du pays réel organisée par le mouvement Civitas d'Alain Escada et vous deviez avoir un stand et un temps de parole comme l'avait confirmé sa secrétaire. Puis, successivement, M. Escada vous a signalé, contrairement aux promesses de sa secrétaire, que vous n'auriez pas de temps de parole car la liste des orateurs aurait été clôturée en novembre. C'était déjà la crainte de ce que vous auriez pu être amené à dire sur tel ou tel intervenant dont la présence vous surprenait comme vous l'avez fait remarquer lors de notre entretien samedi dernier. Puis hier, vous apercevant que votre nom ne figurait plus sur la liste des participants qui avait été brièvement publiée, vous adressiez un mail à M. Escada pour en avoir la raison. Sa réponse: il vous refusait ce qui avait été convenu, votre entrée et votre stand, sous prétexte que vous l'aviez agressé lors de notre dernier entretien. Souhaitez-vous mettre les choses au clair pour nos amis internautes auxquels vous aviez confirmé par 2 communiqués votre présence à ce rassemblement? Oui, effectivement, il est nécessaire de rappeler les choses. Donc vous l'avez déjà brièvement fait dans cette présentation. Donc l'affaire est partie d'un entretien que j'ai eu avec Diane il y a maintenant 3 semaines, un mois environ, sur l'opportunité ou pas de postuler justement à faire partie de cette réunion du pays réel. Donc Diane se charge de prendre contact avec le secrétariat de Civitas, qui très rapidement, dans les quelques minutes qui suivent, renvoie sur notre site, sur notre mail, disons, les papiers à remplir pour l'inscription, avec la demande de 80 €, je crois, pour cette inscription. Bon. Et en renvoyant, pas recommandé, les papiers pour l'inscription, le chèque, j'émettais le désir d'avoir un temps de parole, puisque je voyais que d'autres aussi avaient un temps de parole. À quelque temps de là, je crois que Diane reçoit une confirmation par la secrétaire du mouvement. Je l'ai appelée. Vous l'avez appelée, vous l'avez appelée. Et elle m'a confirmé que tous vos désirs seraient respectés, vos volontés seraient respectées. Très bien. Donc voilà, donc on s'est embarqué sur cette position. Bon. Et puis, les jours passent et nous constatons tous que ma présence n'est toujours pas indiquée dans les différentes publicités qui étaient renvoyées périodiquement sur la toile. Et puis, entre-temps, un de mes abonnés me dit je suis heureux d'apprendre que quand même vous êtes indiqué sur la liste des participants, et il m'envoie le lien pour ouvrir ce lien, et effectivement je vois mon nom perdu au milieu de tous les autres. Bon.
Et puis, je m'aperçois pas plus tard que je crois avant-hier que mon nom n'apparaissait plus dans la dernière publicité qu'ils avaient envoyée sur la toile. J'envoie un mail à Alain Escada en lui disant voilà, je suis un petit peu surpris de voir que mon nom ne figure plus. Y avait-il, j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié le fait qu'ils avaient changé d'avis et que finalement vous n'aviez plus de temps de parole. Oui. Entre-temps, avant le nom qui apparaisse et qui disparaisse. Alors là, je ne sais pas, il y a l'un d'entre vous qui a eu un contact avec le secrétariat de... C'est vous, je crois. Alors oui, dans un premier temps, je leur avais envoyé un mail, dont j'attends toujours aujourd'hui une réponse. Donc, oui. Je n'ai pas tardé, j'ai appelé directement, dans un premier temps, le secrétariat de Civitas. Et la secrétaire qui m'a répondu m'a dit que pour le stand, elle n'était pas très bien au courant et elle m'avait demandé de contacter le secrétariat spécial qu'ils avaient fait pour cet événement. Mais pour autant, elle m'avait quand même dit par rapport à votre temps de parole qu'au final, non, il n'y en aurait pas parce que c'est vous-même qui au final n'en auriez pas voulu, qui auriez refusé. Moi? Oui. Ça, c'est la meilleure. Donc... Moi, j'aurais refusé mon temps de parole. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça, elle n'est pas mauvaise, celle-là. Vraiment, il faut oser. Et donc, je contacte donc le secrétariat qui est spécialisé donc, pour l'événement, pour la fête du pays réel. Et là encore, cette personne me confirme, oui, la présence d'un stand. Pour ce qui est du temps de parole, elle me dit qu'il faudrait s'adresser à Alain Escada, car elle n'en était pas sûre du tout. Mais à la toute fin, elle a quand même tenu à me demander, mais cette information, elle est personnelle ou c'est Monsieur Poncarassa qui vous l'a demandé? Comme quoi, elle a certainement reçu des consignes. Tout à fait. Très intéressant. Alors là, vraiment, là, je ne savais pas ça, que donc ce serait moi qui aurais refusé mon temps de parole. Ça, c'est la meilleure. Ça manquait à la collection. Bon, donc on en arrive à avant-hier, et M. Alain Escada me renvoie un mail, je crois que c'était au début de soirée, pour me dire que non, du fait de ce que j'avais dit dans le précédent entretien du 17 mars, et que je l'avais agressé, qu'il n'en était plus question, que évidemment temps de parole, il ne fallait pas y penser, et le stand, et que ma présence n'était pas souhaitée du tout. Bon. Alors je lui ai répondu, d'ailleurs je crois que je vous ai communiqué à tous la lettre que je lui ai envoyée en réponse. Alors, bon, je l'aurais agressé. Alors revenons un petit peu là-dessus. Ce que j'ai fait samedi dernier, c'était simplement de m'étonner que dans l'annonce de tous les intervenants à cette réunion de Civitas, il y avait des gens, mais apparemment totalement incompatibles. Des traditionalistes, branchés sur la fraternité Saint-Pilice, avec l'abbé Beauvais, des CD-vacantistes qui passent leur temps à dénoncer les traditionalistes parce qu'à leur goût pas assez catholiques, des gens, pas simplement une seule organisation, plusieurs individus et organisations de la nouvelle droite. Ça fait pas très catholique pour une organisation qui se pavane comme étant catholique, etc., etc. Donc vraiment, la tour de Babel. Il aurait bon, je m'étais étonné. Il n'y avait nulle injure, c'est pas mon genre. Je prends simplement les faits et je les fais connaître. Point. Il n'a pas aimé, je comprends. Bah, c'est pas mon problème, c'est son problème. C'est lui qui invite tout et n'importe quoi. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, on s'est retrouvés dans cette situation. Bon, évidemment, on avait tout organisé, on envoie 2 livres chez Diane pour qu'elle puisse les apporter à Rungis avec sa voiture. Donc, alors, face à cette situation, on n'allait pas s'abaisser à aller faire une manif là-bas, à jouer au gros bras. C'est pas notre genre. Notre combat est intellectuel, il reste intellectuel. Et c'est largement suffisant pour mettre ces personnes face à leurs responsabilités et à leur manque de cohérence.
Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, c'est curieux comment les événements s'enchaînent et les hasards. Est-ce que ce sont des hasards? Je ne sais pas. Mais j'ai eu l'occasion hier soir de prendre un verre en fin de soirée. J'avais déjà dîné avec un ami. En fin de soirée avec une jeune personne. Je pense qu'elle est franco-belge et qui avait absolument voulu me rencontrer. Suite à cette histoire-là, elle avait vu mes communiqués, y compris le dernier communiqué où j'ai expliqué voilà, qu'à mon grand regret, je ne pourrais pas être... Et elle voulait savoir ce qu'il en était, et elle me disait qu'elle avait des renseignements à m'apporter sur M. Alain Escada. Elle a complété en grande partie ce que je savais déjà, elle m'a attiré l'attention sur d'autres choses, et ce matin, je me suis dit, je vais tout de même confirmer certaines choses de ce qu'elle m'a dit, et je suis allé sur Internet, tout simplement sur Wikipédia. J'ai pris quelques notes que je vais vous lire maintenant, parce que tout de même, il est intéressant de savoir qui est ce monsieur Alain Escada. Et pourquoi a-t-il cette position? Et quand on connaît son parcours, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Alors, premièrement, M. Alain Escada est de nationalité belge. Nationalité belge, il a une responsabilité dans un mouvement politique français. Ça semble un petit peu curieux, même si nous sommes dans l'Europe aujourd'hui. Apparemment, il n'a pas de véritable métier, puisque d'après le renseignement de Wikipédia, la seule profession qu'il ait connue, je ne sais pas si on peut appeler ça une profession, il est bouquiniste à Bruxelles. Soit. Il donne des conférences au club du Beffroi. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le club du Beffroi, c'est l'équivalent belge du club de l'horloge de M. Henri de Lesquen. Ah, comme c'est curieux. Surprise. Et alors, dans les années 90, il fonde un groupuscule qui s'appelle le NIE. Le UNI. Le UNI. Sans doute par allusion à la Belgique avec ses problèmes flamingants, wallons, etc. Donc l'Union. Puis ça ne marche pas, il fonde un truc qui s'appelle Polémique Info. Et, chose intéressante, ça c'est le regroupement des informations de cette personne que j'ai vue hier soir et de Wikipédia. Donc vous pourrez retrouver ça sur Wikipédia aussi. Donc il fonde un groupe où déjà on retrouve cette alliance entre la nouvelle droite païenne et la droite catholique intégriste. Ce qu'on voit dans le public qui est invité, qu'il a accepté à cette réunion de Civitas d'aujourd'hui, du pays réel. Quel pays réel? Avec pareille divergence. Il adhère en 1995 au Front Nouveau de Belgique, avant d'en être exclu en 1997. Suite aux ennuis financiers de sa publication, Polémique Info, qui entraîne des plaintes contre lui pour faux. Abus de confiance et détournement de fonds. Il y en a davantage sur Wikistrike, je ne veux pas insister davantage là-dessus. Donc voilà le personnage qui occupe une place tout de même centrale dans un mouvement confessionnel politique français, dit catholique traditionnaliste, qui invite ces tendances divergentes que j'ai signalées. Donc je laisse ça à l'appréciation de tout un chacun. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Avoir sa vision des choses, c'est évident.
Mais enfin, quand on allie des tendances aussi contradictoires et hostiles entre elles, à quoi ça sert? Ah si, à l'organisateur, ça sert, faire des entrées. Et en fait, finalement, c'est ce que je lui ai répondu dans la lettre, que je lui ai envoyée après sa réponse. En fait, vous n'êtes qu'une organisation financière. Plus il y aura d'entrées, mieux c'est. Et évidemment, c'est comme ça que pour faire nombre, parce que en fait, vous ne représentez pas grand-chose, vous êtes obligé de faire venir toutes les tendances possibles et imaginables. Donc voilà, c'est un marais, et avec des positions absolument opposées, hostiles, qui se tapent dessus, surtout de la part de la nouvelle droite et des vacantistes par rapport au cas de l'Itradi. Donc voilà, je livre ça à l'appréciation de tout un chacun. Notre démarche à nous, c'est de former des cadres cohérents sur les problèmes de doctrine. Ce n'est que comme ça que l'on pourra avoir des cadres qui un jour seront utiles pour prendre en main le pays. Je ne sais pas si je le verrai, mais si on ne suit pas cette voie que je trace, on n'y arrivera jamais. Et certainement pas avec ce genre de comédie de la réunion d'aujourd'hui de Civitas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire-là. Et si je peux paraître violent aux yeux de certains. Non, je ne suis pas violent. Je rappelle des faits. C'est tout. Alors, ça dérange. J'en suis parfaitement conscient. Mais je suis un petit peu comme le sonneur de tocsin. C'est embêtant quand il y a des oreilles qui sont sensibles au tocsin. Et qui ont mal au tympan. Et ça, c'est pas mon problème. Bah, j'attire l'attention, je dis ce qu'il faut faire, on suit pas, je fais mon devoir. Est-ce que vous croyez qu'on peut construire quelque chose de durable sur des positions contradictoires? Ce qui est le cas de tous les intervenants de cette journée d'aujourd'hui de Civitas. Regardez ce qui se passe au Front National depuis sa création. C'est un méli-mélo invraisemblable. Alors, ça fait du nombre, ça fait des adhérents, ça fait de l'argent. C'est comme ça que la famille Le Pen s'est enrichie. Et je disais tout à l'heure, quand on a déjeuné ensemble, une des raisons pour lesquelles je peux paraître aussi dur aujourd'hui, c'est que du fait de mon passage au Front National, j'ai connu directement, mais j'ai eu leur témoignage, des militants qui se sont dévoués à Jean-Marie Le Pen, croyant que c'était le sauveur de la France, qui ont perdu leur outil de travail, parce qu'ils ont été dénoncés en tant qu'affreux fascistes du Front National. Fascistes, laissez-moi rire. Leur famille a éclaté parce que leur épouse voyait leur mari qui était constamment ailleurs, pas au foyer, etc., etc. Et je me rappellerai toujours, et c'est dans mon livre, Histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'un officier déchu de l'Algérie française, ex-OS, etc., qui, ayant repris de l'activité en tant que cadre du Front National, avait commis l'erreur de faire une affichette quelque peu hostile aux immigrants. Condamné, il n'avait pas l'argent pour payer. Et c'était au congrès de Nice en 1990, je crois, à peu près. Et je vois encore cet homme allant de responsable en responsable du Front National pour demander de l'aide. Et ces responsables lui tournant le dos. Je l'ai vu. Alors, étonnez-vous après ça que tous ces milieux-là, je les ai dans mon viseur. D'autant que, si je puis me permettre d'ajouter, oui. Pour ce qui est des condamnations de Jean-Marie Le Pen, notamment que ce soit sur l'histoire du détail ou autre, il faut savoir que ce sont toujours les militants, les adhérents du Front National qui ont payé les condamnations. Bravo de le rappeler. Exactement.
Tout à fait. Voilà, le chef, million, la première fois qu'il a sorti l'histoire du détail, il y en a eu pour 1 million et quelques sur les militants qui ont payé, c'est évident. Et alors non content, il a encore relancé le détail, le détail, le détail. C'est de la provocation. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre à son sujet, qui le concerne lui, mais aujourd'hui ça concerne aussi sa fille, Histoire d'une trahison. Et si certains veulent savoir ce que c'est réellement le Front National, ils n'ont qu'à le lire. Voilà. Donc je pense que là-dessus, à moins que vous n'ayez d'autres questions à poser à propos d'Escada et compagnie. Petit détail, on a pu constater la présence d'un certain Philippe Randa. Ah oui, bravo, oui, effectivement. Ça fait partie justement de ce que je dénonçais. Alors Philippe Randa, c'est qui? Je l'ai un petit peu connu. Je l'ai connu à travers de sa maison d'édition, où il publie des livres qui sont pas tout à fait catholiques, quelque peu satanistes, érotico-satanistes. C'est très intéressant ça. Alors bon, c'est son droit le plus strict. Il y croit, il croit. Il fait de l'argent avec ça, tant mieux pour lui. C'est pas très moral, mais... Mais alors pourquoi sa présence est acceptée surtout? Où le voit-on? On le voit chez à Montreuil. Et encore tout dernièrement, je ne sais pas qui a organisé ça, mais il a fait une conférence à Poitiers avec le jeune directeur de Chérin-Montreuil, François-Xavier d'Hautefeuille. Et avec qui encore? Le responsable de Synthèse Nationale, Roland Elie. Nouvelle droite encore. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ce genre de milieu catholique. Alors, le satanisme, ça ne les dérange pas. Et je vais rebondir encore une fois, j'en ai parlé dernièrement dans une conférence, je crois. Quel est l'aumônier de Chérin-Montreuil? L'abbé Cottard. Ah, oui. L'abbé Cottard, que j'ai interpellé à plusieurs reprises, à partir de ce que je savais, en lui envoyant des lettres de personnes qui m'avaient interpellé pour que j'intervienne auprès de Chérin-Montreuil et de lui, abbé Cottard, pour lui dire, mais qu'est-ce que c'est que cet individu qu'on voit aux réunions de Chérin-Montreuil? Il n'a pas sa place, là. J'ai perdu mon temps à écrire quelques lettres, non, pas téléphoner parce que je n'ai pas son téléphone, ça n'a servi strictement à rien. Or, ce même Philippe Randa, bravo Diane de l'avoir signalé, eh bien, il est aujourd'hui à la fête du pays réel de M. Alain Escada et Civitas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Philippe Randa, oui. Philippe Lecardassac, non. C'est un excellent résumé. Et peut-être juste avant de passer à la question suivante, on peut aussi noter que donc le fait que votre présence ait été annulée et déprogrammée, sans doute en effet que parmi les gens qui y participaient, on peut noter qu'en effet il y avait beaucoup de gens qui vous étaient hostiles et même qui n'ont pas hésité souvent à avoir le ton injurieux à votre égard. Que ce soit Livernet dans son communiqué qui vous traite de sénile, que ce soit Bourbon qui vous attaque sur votre âge de vieillard, ou même encore son collaborateur Scipion de Salm, qui de vous que vous êtes un fou furieux et un fou allié, fou furieux, ouais, et un méchant. Non, mais vous faites très bien de rappeler ça, parce que justement, ça démontre leur incapacité à me répondre dialectiquement. Ils sont incapables de dire et de démontrer qu'éventuellement je me trompe dans mes analyses. Si réellement je me trompe dans mes analyses, ils devraient être capables tout de même de le démontrer. Et quand je passe mon temps à dire que je suis prêt à un débat avec M. Delesquin, avec M. Hillard, avec M. Livernet, avec Bernard Anthony, c'est un peu plus ancien ça. Silence, il s'enfuit. Mais, alors petite remarque quand même, s'ils sont sûrs de leur thèse, pourquoi ils fuient le débat? Alors vous ne pensez pas que M. Escada aurait subi des pressions de la part... Ah bah ça j'en suis persuadé. Et comme on sait que c'est pas un courageux, ça explique cela. Très bien. Merci à vous de vos rappels tout à fait à point dans cette affaire-là. Bon,
c'est pas agréable, mais j'avoue que, je dirais même dans une certaine mesure, que je l'ai quelque peu provoqué et que je voulais le faire tomber, je voulais le provoquer. Il est tombé dans le piège, finalement. Je suis tombé dans le piège. Et vraiment, je pense, autre petite note à propos donc, de cette histoire avec Alain Escada, c'est donc ces contradictions. Alors Philippe Randa a dédicacé justement ses livres sur le stand de Synthèse Nationale, donc on sait ce que c'est, Nouvelle Droite, Païenne, etc., Alain Benoît. Avec Alain Benoît, Philippe Randa, toujours la même chose. Et Synthèse Nationale qui est un grand soutien des brigands. Des brigands, exactement. Gnostico. Alors là aussi, il faut bien en rappeler ça encore, parce que regardez, encore une fois, cet amalgame invraisemblable. Vous savez que Jérôme Bourbon a tiré à boulet rouge sur les brigandes. À juste titre, ça c'est pas là-dessus que je vais le corréler. Et alors il va se retrouver avec les gens de Synthèse Nationale qui, eux, font la promotion des brigandes. Mais c'est invraisemblable. Et donc vous avez une formule qui explique bien l'alliance de forces contraires, c'est une... Ça nul. Ça nul. Ça nul. Donc ça mène à rien ce genre d'événement. Ça ne mène jamais à rien. Et en fait, ce que j'ai voulu, grâce à vous, Diane, je tiens bien le souligner, grâce à vous, c'est que grâce à ça, on fait exploser cette tromperie de cette réunion d'aujourd'hui de Civitas. C'est une tromperie pour les braves gens qui croient qu'ils vont dans un milieu catholique, etc., alors que ce sont les autres qui sont en force. Numériquement, ils sont en force dans cette réunion. La nouvelle droite. La nouvelle droite. Bon, on peut y retourner tout à l'heure si vous voulez, je ne sais pas. Alors on va en profiter justement, bon, c'était l'occasion de cet entretien spécial pour répondre à cette attitude de M. Alain Escada. Donc c'est la réponse, je l'ai prévenu d'ailleurs dans mon communiqué d'avant-hier au soir, je l'ai prévenu qu'il y aurait notre réponse aujourd'hui en remplacement de mon absence à sa réunion. Très bien. Alors, venons-en maintenant à une autre affaire, la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour suspicion de corruption passive, de financement illégal de campagne électorale et de recel de détournement de fonds publics libyens. Quelle est votre analyse de cette sombre et sordide affaire ? Bon, ça, il est évident que c'est l'évidence même. C'est l'évidence même, ça c'est... Et il est tout aussi évident que la guerre contre la Libye de Kadhafi a été suscitée par Sarkozy avec Bernard-Henri Lévy, tout le clan juif, etc., pour liquider un témoin gênant. Et que Kadhafi, qui aurait pu être fait prisonnier, si on ne l'aimait pas, on peut toujours faire prisonnier les adversaires, a été liquidé, il a été assassiné. Donc on fait disparaître un témoin gênant. On sait très bien que son fils, enfin un de ses fils, Saïd al-Islam Kadhafi, dit sur tous les tons qu'il a toutes les preuves possibles. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne l'entendait pas beaucoup. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, bon, et je crois que c'est dû à l'acharnement du juge Tournaire, qui veut absolument faire éclater la chose. Parce qu'il faudrait tout de même rappeler que nous sommes sous la gouvernance d'un certain Emmanuel Macron, dont Nicolas Sarkozy avait dit quelque temps après son élection à la présidence de la République, « Macron, c'est moi en mieux ». Donc il est évident que de la part de Macron, Sarkozy est protégé. Donc il y a en fait, dans cette affaire-là, deux éléments. Le pouvoir politique qui soutient Sarkozy, qui essaye de le protéger, et un juge entêté qui essaye de faire éclater l'affaire. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je voyais dans le titre du Monde d'avant-hier, donc d'hier, de vendredi, Nicolas Sarkozy ou les risques d'une grave affaire d'État. Quelque chose dans ce genre-là. Donc, affaire d'État. Vous vous rendez compte si Sarkozy, ancien président de la République, est considéré coupable de détournement de fonds et de tout. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette affaire. Il y a tout le reste qui décrivent le personnage.
Donc on va voir ce que ça va donner. Ah oui, petite nuance que j'ai vue à ce sujet-là. Certains gros malins disent oui, mais le juge Tournaire, je crois, va partir à la retraite dans quelques mois. Peut-être que ses successeurs seront moins acharnés. Vous le pensez? C'est très probable. On verra. On verra. Il est Donc, il est très protégé. Donc nous prenons date de ce que je viens de dire. Troisième question. Nos présidents de la République font beaucoup parler d'eux, et parlons bien. Une curieuse information vient de se faire jour sur les fondements inquiétants de la gouvernance Macron. On apprend ainsi qu'un certain Jean-Louis Ludwig, fondateur de la French Church of Lucifer, s'est exprimé face au président de la Commission d'évaluation et de contrôle des religions de France, le CECRF. N'est-ce pas étrange? Pour le moins. Alors, non mais justement, c'est la contradiction qui est extraordinaire. Donc, une secte satanique, luciférienne, est interrogée en tant que religion par un organisme spécialisé pour l'étude des religions. le contrôle des religions. Le contrôle des religions. C'est tout de même assez extraordinaire. Alors, de ce que j'en sais de cette information aussi, c'est que le personnage en question... Alors, bon, première petite remarque quand même, c'est encore un truc qui nous vient des États-Unis, vu le nom du truc. C'est quoi déjà le titre? French Church of Lucifer. Donc, c'est un truc américain ou anglais, non, je crois que c'est américain. L'Église française de Lucifer. Église française, oui, l'Église française de Lucifer. Mais, bon. Alors, il vient vous dire aussi, ah oui, non, mais c'est pas du tout sataniste, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de messe noire, il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Il y a peut-être du sacrifice d'humains. Et le problème, c'est qu'il y a un site qui a lancé le pavé dans la mare, qui dit, mais dans leur appartement je crois que c'est dans le 16e, que se tient cette église, il y a symbole des individus à cornes, il y a ceci, il y a cela, et il y a Baphomet. Baphomet, le fameux symbole luciférien de la maçonnerie. Des anges déchus. Les anges déchus, exactement. Et alors là, petit rappel, parce que c'est toujours bon de faire des rappels, parce que c'est comme ça qu'on démasque les gens. Je ne pense pas que vous ayez lu le livre de M. Bernard Anthony, Vérité sur la maçonnerie. Si, peut-être vous, Non, Eric, non, vous n'avez pas eu le courage. j'en ai lu quelques pages. Où il soutient que le Baphomet n'est pas du tout un symbole maçonnique, etc., etc. Donc voilà comment nos milieux sont formés, ou déformés, si vous préférez, bien entendu. Et puis c'est Donc, pas voilà. luciférien non plus. Et quand je lui ai proposé, alors il avait répété ça lors d'un entretien avec Jan Schmidt dans le journal présent, dans lequel il disait, et ça me visait évidemment, puisque j'avais précédemment publié mon livre La maçonnerie, où figure justement l'image du Baphomet, disant qu'il mettait au défi quiconque de démontrer qu'il y avait que Baphomet était une représentation satanique de la maçonnerie. Illico presto, j'ai pris ma plus belle plume, et je l'ai mis au défi de faire un débat à ce sujet-là, envoyé par recommandé, accusé de réception, j'ai reçu l'accusé de réception, mais pas la réponse. Donc, encore une fois, courage fuyons. Que voulez-vous que je vous dise? Après, il ne reste plus qu'une seule chose. Le mur du silence ou l'insulte. Vous l'avez très bien démontré tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu cette dernière vidéo du spectacle des Enfoirés. Qui Non. était plein de symboles lucifériens, Non, maçonniques, non, sataniques. Non, On voyait à un moment donné
une pyramide sur fond d'une porte, là, je crois me souvenir. Là. Oui, Enfin, oui. Puis plein de références. des corps Ouais, plein de partout. références. Ben, si Assez vous avez curieux. le lien, envoyez-moi ça. Donc voilà, avec l'argent des gentils donateurs et bénévoles et Eh oui, des personnes bien qui sûr, mais dévouent, voilà, on fait des qui n'y voit que et- du feu. et Qui n'y voit que- c'est le cas de le dire. qui n'y voit que du feu. Et qui, d'ailleurs, puisqu'on parle donc de ce groupe des enfoirés, qui, on pourrait presque dire, porte bien leur nom, Ouais. il y a eu cette semaine, ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui a fait une révélation, comme quoi il avait fait partie de cette troupe pendant à peu près 3 ans, mais ils ont été partis très vite, parce que justement, donc, ce groupe récolte des fonds pour aider donc, à distribuer de la nourriture, mais souvent, il reste l'argent, il reste la caisse, comme ils appelaient ça. Et du coup, au lieu vraiment de tout consacrer à donner la nourriture aux plus pauvres, etc., en fait, il les gardait pour eux. Voilà. Charité bien ordonnée commence par soi-même, Ouais, comme on dit. Ils l'ont bien intégré. Ouais, absolument. Alors, bien que nous en ayons déjà parlé dans notre précédent entretien du 17 mars, ne trouvez-vous pas étrange la promotion médiatique du clan Le Pen, du père à la fille, à la nièce Marion Maréchal, et jusqu'au nouveau gourou de Marine Le Pen, le franc-maçon et sioniste Gilbert Collard? On les sert tous à la même sauce. Vous avez une explication? Oui, j'ai une explication. Alors, je suppose que vous avez constaté comme moi que très régulièrement, on parle du père, on parle de la fille, on parle de la nièce. Gilbert Collard est un habitué, par exemple, de la chaîne Radio Classique. Pourquoi? Je suppose qu'ils doivent avoir une utilité. Alors, quelle est l'utilité? Il est souvent interviewé par Aziza aussi, dernièrement. Dernièrement, il était interviewé par Aziza, Frédéric Aziza. Ah oui, bah Aziza, et alors qui c'est Aziza? Bon, je vais pas vous faire un dessin quand même, hein. Ça risquerait de me mener devant la 17e chambre. Oui, donc à quoi ça sert? À essayer de faire un remake, comme on dit, de ce qui s'est passé lors des dernières présidentielles, où Marine Le Pen a été tellement nulle que ça a fait passer Macron. Et ils ont une trouille bleue de Wauquiez est ce qu'il est, mais enfin, mieux vaut Wauquiez que Macron. Donc si on pouvait se débarrasser de Wauquiez comme on a pu se débarrasser de Fillon, voilà à quoi servira une fois de plus la famille Le Pen. De faire valoir. De faux faire valoir, oui, exactement. Tout à fait. Dans les derniers numéros de La Politique, vous semblez apporter votre soutien à Laurent Wauquiez, comme vous l'aviez fait pour François Fillon. Ne craignez-vous pas d'être à nouveau incompris? Oui, là, ça rejoint un petit peu sur la prolongation de ce que je viens de dire déjà. Oui, pour une raison très simple, c'est que si on veut se débarrasser de Macron, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou alors, on aura un deuxième quinquennat Macron. Alors, la politique, c'est l'art du possible à un moment donné. Alors, quand je vois des individus genre Jérôme Bourbon, dans un numéro de Rivara, qui vient moquer, on en a parlé d'ailleurs lors du dernier entretien de la semaine dernière, qui vient moquer les Italiens qui ont réagi par les urnes, leurs manifestants aussi, parce qu'il y a des manifestations dans les rues en Italie, qui ont élu tout de même une grosse majorité de représentants de droite, avec différentes tonalités, qui ont dit de toute façon ça ne servira à rien, ce qu'il faut c'est la révolution. Alors c'est lui qui va faire la révolution? Mais regardez-le un petit peu. Regardez-le physiquement. Un révolutionnaire, ça? C'est pas rire. Non, écoutez, mais c'est au milieu, mais c'est épouvantable. Étonnez-vous après ça que je cogne. Enfin, ceci dit, avec Wauquiez, on est loin de 5 étoiles ou de la Ligue du Nord. Oui, mais quand même, il est accusé d'être anti-européen, qui fait un discours sur la famille qui est pas mal. C'est un petit peu les lignes de Fillon, mais il est beaucoup plus combatif que ne l'a été Fillon. C'est beaucoup plus dur. On n'a pas mieux, quoi, de toute manière. Ouais, beaucoup plus. C'est ça qui leur fait peur.
Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que les militants des Républicains, c'est pour ça que les médias s'énervent en disant qu'il est en train de faire une droitisation des Républicains, tout ce qui peut droitiser nous convient. On ne peut pas viser la perfection du premier coup. Si on y arrive un jour, ce sera par palier. À noter aussi que oui, la presse, les médias ne manquent pas une occasion de taper sur Wauquiez. Hein. Bien Par entendu. exemple, l'affaire, et même qui pouvait reprocher des choses tout à fait banales, la fameuse affaire de ces enregistrements qui ont été faits à son insulte, ou par exemple, notamment, et je prends un domaine que je connais un petit peu, quand il critique le maire de Bordeaux, Alain Juppé, par rapport à ses dépenses, et enfin, qu'il a fait exploser, tout à fait, qu'il a fait exploser le déficit à Bordeaux, mais à Bordeaux ça se sait, c'est même Juppé lui-même qui l'a reconnu, dans le journal Sud-Ouest de la région, ça a été également reconnu, ça a été annoncé, mais voilà, on trouve toujours une occasion de lui taper sur lui en disant mais c'est quoi ces accents extrémistes, populistes, etc. Alors, je dois dire que je ne crois pas beaucoup à son étonnement effarouché à Wauquiez. Il a fait une belle provoque, parce qu'il voulait créer l'incident. La seule chose, et j'en ai parlé dans le dernier entretien aussi, que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il a attaqué bien en tête Sarkozy, pour tout de suite après se rétracter. Ça, je n'ai pas compris. Bon, il s'est peut-être laissé emporter par son discours, ce qui peut arriver. En tout cas, la situation est sacrément mal engagée pour qu'on soit obligé de faire de Wauquiez notre candidat par défaut. Ah ben, je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Alors, certains lui reprochent d'être franc-maçon. Je n'ai aucune donnée là-dessus. Je sais qu'il a été Young Fellow de je ne sais plus quoi, quel truc encore. Je sais, d'accord. Et alors et après? On peut changer. Poutine a bien été communiste, hein, quand même. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les positions des hommes. Bon, alors, tiendra-t-il parole sur ses paroles? Je n'en sais rien. Mais on n'a pas mieux à se mettre sous la dent. Ah si, on a Bourbon, on a Escada. Écoutez, arrêtez. Je vous sens pas convaincu par les deux personnages. Ah non, je ne suis pas convaincu par les deux personnages. J'ai pas réussi à vous convaincre. Avez-vous eu connaissance de la lettre du général Martinez au président de la République? Et si oui, qu'en pensez-vous? Bah, elle est très bien. Elle est très bien. L'avez-vous lue? Pas du tout, je viens de prendre connaissance de la question. Ouais. Pouvez-vous revenir en substance? Ah bien, il met Macron, le président Macron, Jupiter, en personne au pied du mur. Mais allez-y, on le trouve sur Internet, allez-y, pas la peine d'en dire plus. Le seul ennui, c'est toujours la même chose avec les militaires. Quand ils se décident à bien parler, ils sont à la retraite. Vincent Lapierre a été agressé par, dit-on, des antifaf. En connaissez-vous la raison? Moi, j'en vois même plusieurs qui reviennent finalement tout au même. C'est un des bons éléments de égalité et réconciliation. Je ne peux pas en dire autant de tous, jusqu'au sommet. Qui a incontestablement du courage. Il est allé faire un reportage au moment de la grande réunion confraternelle entre Emmanuel Macron, califate du CRIF, l'union du triangle et de l'étoile. On ne voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, mais enfin bon. Et puis alors, chose intéressante, là encore on en a parlé lors du dernier entretien, il a fait un entretien avec Pierre Hilard. Et il a passé son temps à titiller ce malheureux Pierre Hilard sur ses positions invraisemblables contre Poutine. En lui disant, mais c'est pas logique, tatati tatater. Et j'ai eu nombre de correspondants qui m'ont dit, mais enfin, là, bon, maintenant j'ai compris. Mais il ne tient pas la route. Il se contredit, il n'est pas lisible. Et alors, chose intéressante qui m'a particulièrement touché, c'est qu'il a utilisé
une formule que je crois avoir été le seul à utiliser jusqu'à présent, c'est quand il parle du grain de sable. C'est mon expression. C'était le titre de ma conférence sur Poutine, il y a maintenant 2 ans environ, je crois, qui a été L'une des plus visionnées, dépasse largement les 100 000 visionnages, dans lequel Vladimir Poutine ou le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Donc visiblement, Lapierre a écouté ma conférence et en a tiré profit. Mais ça n'explique pas forcément pourquoi a-t-il été agressé par des anti. Parce que oui, ça explique, ça n'explique pas, mais parce qu'il est considéré comme étant à l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite. Pour continuer sur égalité et réconciliation, nous avons appris avec stupéfaction la conférence de Christian Boucher sur Alexandre Douguine, à l'invitation par la section du Nord-Pas-de-Calais d'égalité et réconciliation. Que pouvez-vous nous en dire ? Bon, alors ça me surprend parce que c'est pas la première fois. Je crois qu'il y en a eu une qui avait été organisée par la section d'Aquitaine en 2012. Je crois que c'était en 2012. Alors, bon. Qui est Christian Boucher? Encore une fois, on retombe dans les mêmes. Un sataniste. Christian Boucher est le propagandiste de ce que l'on appelle l'Ordo Templi Orientis, du haut franc-maçon luciférien Aleister Crowley, homosexuel de surplus. Donc voilà. Alors, petit rappel en passant, ce Christian Boucher a été cadre et candidat pour le Front National. On a une affichette que j'ai publiée d'ailleurs dans mon livre, Histoire d'une trahison. Et là encore, on retombe dans ce même problème que je dénonce, de ce mélange dans nos milieux d'éléments absolument qui ne devraient pas exister dans nos milieux, satanistes, lucifériens, opposés haineusement à la religion, et ces milieux catholiques à la Escada, Bourbon et compagnie, qui ne trouvent rien à redire et qui les accueillent. Écoutez, il y a un problème, non? Le problème, c'est pas moi, c'est eux. Oui, sur l'affichette du Front National, pour préciser, c'était écrit oui. Aleister Crowley aurait voté Front National. Voilà, alors ça, au point de vue provocation, c'est le pompon, ça. Et Marine Le Pen et compagnie, ça le fait pas titre. Non, ils disent non, c'est pas possible, allez dehors. Non. Mais comme vous disiez, il leur manque une formation. Alors, est-ce réellement un manque de formation? Peut-être, mais à mon avis, ils prennent tout. Toujours la même chose. Embrassez-vous, mes frères. Pouvez-vous dire quelques mots sur la prise d'otages avec morts et blessés revendiquée par l'État islamique près de Carcassonne? Très intéressant. Alors je regrette vraiment la mort de ce colonel de gendarmerie qui a agi héroïquement. Mais ce que je dénonce, c'est encore une fois ce genre de curieux attentat qui arrive bien opportunément pour détourner l'attention de l'affaire Sarkozy. Puisque maintenant, c'est pas l'affaire Sarkozy qui fait la une des journaux. C'est l'affaire de l'attentat. Et que s'est-il passé au cours de cet attentat? C'est qu'encore une fois, au lieu de faire prisonnier l'islamiste en question pour qu'on sache qui est derrière, qui l'a guidé pour faire cet acte, on le descend. Donc pas de procès, et on ne pourra jamais remonter aux donneurs d'ordre. Pourquoi? Les donneurs d'ordre seraient des gens que l'on ne voudrait pas que l'on connaisse. C'est curieux ça, comment on liquide toujours. Il était déjà connu pour des affaires. Et alors en plus de ça, fichier S, bien connu des services de police, etc. Ah oui, j'ai entendu un commentaire.
Oui, mais on n'a pas assez de monde pour surveiller tous les fichiers S. Mais si on les mettait dehors, peut-être on aurait... Je crois que Surtout que un fichier S mobilise 20 policiers. Non, mais c'est un mot. Non, mais ils se moquent du monde, c'est On va pas... les mettre dehors puisqu'il n'y a plus de frontières, ils peuvent rentrer comme dans un moulin, alors de toute manière. Surtout que justement, donc, il a été naturalisé alors qu'il avait été condamné sur le sol français. Et sans notre cher et tendre Nicolas Sarkozy, qui alors à l'époque était ministre de Tout l'Intérieur, à fait. a supprimé justement la double peine Tout qui à fait. expulsait les délinquants, Tout à les fait. criminels Tout à étrangers. fait. Tout à fait. Non, mais tout ça, c'est un ensemble, c'est un cercle vicieux. Dans la mesure où on supprime les frontières, comme vous dites très bien, ils vont rentrer, même si on les expulse. Donc, première chose, il faut remettre les frontières. Il faut sortir de l'Europe. C'est un tout. Si on veut régler le problème, c'est un tout. C'est pas par une mesurette sur telle ou telle chose, avec plus de forces de police, etc. Ça ne sert à rien. Il y a d'abord la volonté politique qui manque, pas par faiblesse, mais par connivence. Connivence. Et alors, on n'a pas arrêté ou trop surveillé parce qu'on ne savait pas, je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui dit ça, on ne savait pas s'il allait passer à l'acte. Comme les 10 500 autres dans le même cas. Fichier S. Tout à fait. Et ceux qui reviennent de Syrie. Et ceux qui reviennent de Syrie. Donc bientôt 11 000, 12 000, 13 000. C'est extraordinaire. On ne fait rien parce qu'on ne sait pas s'ils vont le faire. Mais, alors, Mais par contre, quand on le fait, il c'est faut pas mal. bien se dire que c'est à l'abri d'événements comme ça, d'attentats, que le pouvoir politique édite des lois qui restreignent les libertés des Français qui, eux, ne sont pas dangereux. Ah oui, il pourrait être un dangereux un jour pour le pouvoir, c'est évident. Donc c'est un prétexte. Point. Donc pour vous, c'est très avantageux d'avoir un vivier de 10 ou 11 Mais 12, 13 exactement. 000 gens comme ça. Et alors, ce qui me surprend toujours, c'est que quand certains journalistes creusent un petit peu la personnalité de ce genre de terroristes, c'est qu'on découvre enfin que ce sont de bons vivants, qu'on les trouve dans les boîtes, qui boivent de l'alcool, etc. Alors qu'on ne fasse pas rire quand même. Des islamistes purs et durs, ça. Curieux quand même. Mais non, ce sont des types qui sont travaillés pour faire un coup un jour. À mon humble avis. La mairie de Paris vient de supprimer de l'état civil les notions de père et de mère pour les remplacer par les notions de parent 1 et parent 2. Avez-vous une remarque sur cette affaire? Je crois que oui. Alors bon, c'est toujours la même notion théorie du genre qui est derrière. Donc il n'y a pas de sexe, ça n'existe plus. Mais alors là, ce qui me fait bien rire quand j'ai vu cette annonce, dans le couple en question, quel est celui qui va accepter d'être le parent numéro 2? Eric, vous accepteriez d'être le numéro 2? C'est une bonne question. Bon, c'est essentiellement pour les couples homosexuels donc, qui font ça. Oui, C'est pas mais même des- en tant qu'homosexuel, bon, alors c'est... Quel est celui qui va accepter d'être numéro 2? Je vais pas être trivial, mais... Non, mais puis comme ça aussi, on peut rajouter un 3, un 4, on pourra dire... Ah ben évidemment, oui. T'imagines. Oui, non, mais évidemment, ils peuvent être à plusieurs sur le malheureux enfant. Non, non, on est en plein délire, et encore une fois, en plein délire satanique. Nous sommes dans une société satanique. Il n'y a pas d'autre terme. Et tout ce que... Quand on analyse tous les faits de société dont on parle, ce ne sont que des aspects de cette progression du satanisme dans le monde, pas simplement en France. C'est aux États-Unis, et dans le prochain numéro, vous allez voir un article d'une certaine Hélène Labo, qui décrit très bien cela. Et quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit « Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a été dur d'étudier le sujet par les documents ignobles qu'elle a été obligée de consulter. » Voilà la société qu'on est en train de nous fabriquer.
Et alors, si vous croyez que c'est avec des petits Alain Scada, avec le Bibendum Bourbon, etc., qu'on va pouvoir pallier à cela, étonnez-vous après ça que je m'énerve un petit peu. Non, je m'énerve pas, non. Je dis carrément les choses, le bistouri à la main. Et ça gratte. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que les gens comprennent qu'ils sont trompés par ces pseudo-organisations catholiques. Oui, mais là, il faudrait un réveil beaucoup plus massif dans la population française, un peu comme la population polonaise, hongroise. Oui, ben alors c'est ça, Faut se mais réveiller c'est de ça. manière Mais collective Eric, vous avez aujourd'hui. raison. Mais les gens ne souffrent pas encore assez, peut-être aussi. Eh bien, comment se fait-il que ces populations polonaises, hongroises, oui, notamment, et les Italiens aussi, Les Italiens. se réveillent que les petits Français, ils avalent tout. Ils avalent tout. Ah, mais ils ont la fête du pays réel. Ah, oui. Peut-être qu'ils sont moins émasculés dans ces pays, là Je voulais vous l'entendre dire. Exactement ça. Et petite réflexion à relever, que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, ce sont des pays ex-communistes. Et on constate que les pays qui ont été sous l'orbite communiste ont été moins pervertis en profondeur que les pays dits démocratiques. Capitalistes. Capitalistes. Mais pour l'Italie, ça marche pas. Même si le Parti communiste était plus fort, on peut pas dire que c'était un pays sous influence de l'URSS. Non, mais c'était communiste. Les Italiens. Ah non, pas les Italiens, non. Donc, Les c'est Italiens, c'est à part, mais je parle de la Oh, ça Pologne va. et de la Hongrie, les pays de l'Est. Ils sont plus virils, quoi, aux États-Unis. Oui, et là, ils ont tout de même du courage de réagir, parce que tout de même, ce sont des petits pays sur l'échelle même européenne. Mais Puis l'invasion. ils sont conscients de l'invasion, ils sont conscients de leur attachement à leur identité nationale et religieuse, et ils ne veulent pas se laisser faire. Où sont les Français pour réagir comme ça? Où sont-ils? À part nous. Je regrette beaucoup, à part nous. Sur la fête du pays réel. Oui, la fête du pays réel, comme vous dites. Alors, pays réel, le pays réel, le vrai pays réel que nous voyons, c'est ce satanisme que nous voyons se développer. Et dont ils accueillent des éléments dans leur réunion. Je parle bien entendu de la réunion aujourd'hui de Civitas. Alors, étonnez-vous après ça du manque de réaction des Français. Alors que les pays européens obéissent au doigt et à l'œil de leur maître américain, que ce soit pour les sanctions contre la Russie ou au sein de l'OTAN, ne trouvez-vous pas inconséquent que le président Trump veuille imposer des taxes exorbitantes aux produits européens, notamment sur l'acier? Oui, en principe, c'est curieux. Mais je crois qu'il est tellement sûr de la subordination des pays européens à la puissance américaine qu'il se dit, bon, il pense d'abord business américain et il ne pense pas aux conséquences que ça devrait avoir. Et sans doute a-t-il raison, puisque les pays européens ne réagissent pas et acceptent tout. Par exemple, les sanctions contre la Russie que les États-Unis ont imposées à la communauté européenne. Donc les sanctions économiques que la communauté européenne elle-même a édictées contre la Russie, qui a entraîné quoi? Que le commerce qui était tout de même assez florissant entre différents pays européens et la Russie ne se fait plus. Donc c'est au détriment des intérêts européens. Mais ça, les Américains s'en fichent. Ah ben il a annoncé dès le début de son mandat qu'il ferait payer les Européens, Bien entendu. d'une Donc, manière ou d'une autre. Donc voilà, nous subissons des pouvoirs qui travaillent contre leur propre population. Vous avez soulevé dernièrement dans la politique le scandale de la censure aux États-Unis envers toute personne ou association qui oserait critiquer Israël ou appellerait à boycotter ses produits en représailles de sa politique inhumaine envers les Palestiniens. Et ça sous peine de très forte amende et de prison. N'est-ce pas là un avant-goût de la dictature mondialiste messianique que vous ne cessez de dénoncer? C'est exactement ça. À la limite, je n'ai même pas besoin de répondre. Tout est dans la question. Tout est dans la question, c'est évident. Mais vous vous rendez compte de cette prétention
Donc ce pays, Israël, peut se permettre les pires crimes en Palestine. Il y a des Européens qui tout de même trouvent que c'est tout de même pas très humain, etc. On les fait taire à coups d'amende et de peine de prison, mais faramineux, je ne me rappelle plus. Le montant, c'était assez, je crois que, je ne sais pas si c'est dans le dernier numéro de la politique ou dans le prochain que ça doit apparaître. Mais en tout cas, mais c'est plutôt conséquent. Ça veut dire quoi, vous ruinez pour la vie. Donc voilà le véritable pouvoir mondial qui est en train de s'installer. Et c'est pour ça que, quand je dis que si on n'avait pas un certain Vladimir Poutine, on serait bien mal en point, que cette dictature mondiale irait encore plus vite, et que je ne comprends pas qu'un certain Pierre Hillard ne comprenne pas cela, je me dis, anguille sous roche. Est-il aveugle à ce point-là, enfermé dans son système de pensée, ou bien est-ce qu'il défend des intérêts inavouables? Donald Trump vient de nommer Bloody Gina à la tête du FBI. Que dire de cette nomination? Alors, pour en revenir à cette histoire-là, oui, elle est considérée par ses propres concitoyens comme une femme qui a été à la pointe des tortures contre les prisonniers musulmans faits après l'affaire du 11 septembre 2001, qui, comme vous le savez, est une vaste fumisterie, un vaste montage de l'équipe de George W. Bush avec son clan néoconservateur juif américain, comment ils s'appellent déjà, Les néoconservateurs. Pearl, oui, les néoconservateurs, il y avait Pearl, il y avait Wolfowitz, exactement, entre autres. C'est un montage, ça tout le monde le dit, enfin tout le monde, non. Les gens qui se penchent sérieusement sur l'affaire le disent, le démontrent. J'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai été certainement un des tout premiers à mettre en évidence dans mon livre le complot mondialiste. Là encore une fois, ça a été un prétexte pour lancer un certain nombre de guerres, dont celle au Moyen-Orient. Donc l'Irak, la Syrie, etc., etc., etc. C'est comme ça que la politique mondiale se fait par le clan mondialiste, c'est-à-dire des provocations pour qu'ils aient un prétexte pour lancer une guerre mondiale ou pas. Voilà, et on en est là. Alors rappelez-vous, je ne sais pas si vous allez en parler, la tension actuelle en Syrie, où la Russie de Vladimir Poutine a été obligée, du fait des préparatifs que la Russie connaît de la part des États-Unis et de ses alliés, dont la France de M. Macron, contre la Syrie, où les Russes disent « Attention, nous savons que vous avez l'intention de bombarder des sites stratégiques en Syrie, dont le palais présidentiel de Bachar el-Assad. Ne vous avisez pas à le faire. Parce que nous serons là. » Donc voilà. Et dans le même temps, Trump a aussi nommé M. Bolton. Alors c'est vraiment un fou furieux. Le va-t-en-guerre c'est un fou furieux. Numéro 1, je pense. Un fou furieux. Non mais Trump, et alors là... Le Conseil de sécurité intérieure. Vraiment. Chef de conseil. Je m'amuse. À chaque fois qu'on parle de Trump, je me dis, mais... Je vous avais prévu sur Trump. Lors de sa campagne électorale, rappelez-vous tous nos milieux qui disaient « Ah, Trump, Trump, Trump !» Il allait sauver l'humanité, Trump. Je vous avais répondu, c'est pas Trump qui m'intéresse, je le sens pas, ce bonhomme-là, mais par contre, c'est la réaction qu'il a portée qui est intéressante. Je répète encore une fois, malheureusement, il y a un certain nombre d'Américains qui ont été cocus, qui sont cocus. On n'en sort pas. Il fait d'une certaine mesure, il fait du Le Pen. Comment interprétez-vous l'hystérie anglaise envers la Russie du président Poutine, qui vient d'ailleurs d'être élu avec 76% des voix, à propos de l'affaire de l'ex-espion russe transfuge qui aurait été empoisonné en Angleterre? C'est très intéressant cette affaire-là, parce que je pense que vous aurez tous noté que cette affaire apparaît
presque immédiatement après l'élection de Vladimir Poutine, comme une réponse. C'est apparu avant. Oui, mais ça a pris les proportions... oui, c'est apparu un petit peu avant. Il y a eu autre chose avant. Attendez. Vous avez raison, il y a eu autre chose avant. Oui, son discours à la Douma. Exactement, son discours à la Douma, où là encore, il mettait en garde les Américains en disant, écoutez, je sais très bien que vous cherchez à nous encercler, que vous voulez nous attaquer, mais nous avons des armements, vous ne pourrez pas y répondre. Et c'est là-dessus, justement, donc j'ai fait un impair, je le reconnais, c'est suite au discours de Poutine qu'apparaît cette affaire du pseudo-espion, etc., et son pseudo-empoisonnement. Bon. Alors, la réponse russe a été très simple, il dit, bon, d'accord, ouais, mais nous demandons une enquête conjointe. Là-dessus, Theresa May, et alors cette espèce de fou furieux de Johnson, Boris Johnson, d'origine juive. Qui partent en hystérie, prononcent des mots pas très diplomatiques. Donc le problème des anglo-saxons, c'est qu'ils se rendent compte que progressivement Poutine, avec sa politique prudente, mais qui évolue, est en train de leur couper leur socle, cisailler leur socle. Et rappelez-vous, il y a deux personnes qui avaient, je n'ai plus les noms en tête, c'était dans une de mes conférences, et c'est dans mon livre, dans mon dernier livre, dans le chapitre consacré à Poutine, il y a d'abord un Russe et ensuite un Américain qui a repris cette formule du Russe, qui dit que dans les 10 ans, si les Américains n'arrivent pas à supprimer la puissance russe, les États-Unis disparaissent de l'histoire. Donc voilà le dilemme. Ils en sont parfaitement conscients. Ils ont besoin d'une troisième guerre mondiale. On en est là. C'est-à-dire, c'est comme je disais la semaine dernière, bon, l'investissement Marshall arrive à sa fin, plus de vision d'avenir, plus d'idées, plus rien, sommet de la puissance quand même, effondrement inévitable, c'est soit le bouton, soit la disparition. Alors évidemment, c'est tentant d'aller voir du côté du bouton. La seule chose qui peut les retenir, c'est justement pour ça que Poutine a fait ce discours à la Douma en leur disant « nous avons des armes et on peut vous raser ». Ah bah évidemment, ce moyen de calmer, c'est que l'autre il dit « moi aussi j'ai... » Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas du bluff de la part de Poutine ? Il y a certainement une partie de bluff, mais je constate tout de même que, rappelez-vous quand il a été question de la guerre en Syrie, hein, vous vous rappelez quand le petit Fabius trépignait déjà de joie à l'idée que le lendemain ce serait la guerre contre la Syrie. Rappelez-vous cet exercice conjoint entre les États-Unis et Israël avec lancement de missiles, et ces missiles qui ont pris de curieuses trajectoires. J'en avais parlé à l'époque. Hein. Et le petit message des Russes, c'est leur disant, vous voyez, vous avez des missiles, vous êtes d'accord, mais nous on est capable de brouiller votre système de guidage. Poutine est un excellent joueur d'échecs. Un joueur d'échecs, je l'ai dit depuis longtemps, quasiment début. Ça a été le but de ma première conférence sur Poutine. C'est un joueur d'échecs et un judoka. Utiliser la force de l'ennemi pour le faire tomber. Et regarder à travers le monde, mais l'actualité, c'est ça que je demande à Pierre Hillard, tout de même, de se tenir un petit peu informé. C'est que progressivement, Poutine remplace les États-Unis dans des pays sous tutelle américaine, dans le Pakistan. Et je viens de voir, c'était hier je crois, dans différents textes que j'ai reçus, que l'Iran propose une alliance entre la Russie, l'Iran, le Pakistan et la Syrie. Non, mais vous vous rendez compte d'un paquet au Moyen-Orient à cheval sur le... sans compter la Chine qui est derrière. Et vous comprenez pourquoi la ministre de la Justice israélienne, la délicieuse Shaked, en plus de ça, elle n'est pas laide, c'est pour ça que je dis la délicieuse, menace Poutine en disant si Vladimir Poutine veut survivre, et pourquoi riez-vous? Veut survivre, il faut qu'il obéisse à ce que lui dit Israël, ben voilà, et Pierre Hillard n'en tient pas compte.
n'y a pas que, hein. Pierre Hilarin qui n'en tient pas compte, il y a aussi certaines personnes, et notamment certains chez ER, hein, par exemple. Hein, mais bien entendu, alors ER, bon. Bon, on va peut-être y revenir un petit peu, parce que tout de même, il y a des choses qui commencent. Bon, j'ai beau être diplomate, estimer qu'il y a tout de même des éléments valables chez ER, mais on a parlé tout à l'heure de cette double invitation à Christian Boucher. Une première fois à Bordeaux, il y a 2 ans ou 3 ans, et prochainement, maintenant, au mois d'avril. Christian Boucher, sataniste, etc., disciple du sataniste, luciférien, tout ce que vous voudrez, franc-maçon et homosexuel, Aleister Crowley. Alors c'est ça que Égalité et Réconciliation donne comme exemple à ses troupes? Alors que d'un autre côté, il dénonce bien les aspects Il y a satanistes. un problème là. Ou alors, je m'excuse du terme, c'est le bordel à Égalité et Réconciliation, ou bien il nous trompe. Je crois que c'est la première solution. C'est possible. Le résultat est le même. Le problème, c'est que le résultat est le même. Donc là, je regrette beaucoup. Certains se sont étonnés que je me sois décidé à publier le document audio de ma conférence de Genève. D'abord, contrairement à certains de chez nous qui voulaient que je publie ça tout de suite, en plus de ça, on a eu plein de demandes de personnes qui s'étonnaient que ce soit toujours pas mis en ligne. Je l'ai fait parce que je sentais qu'il y avait, de la part de cette invitation qui m'avait été faite, une entreprise de récupération de ce que je représente. Et ça, je ne tenais absolument pas, et c'est pour ça que j'y ai coupé court en mettant en ligne, au bout de 2 mois quand même, la partie audio. Bon, ils n'ont pas aimé. Il ne s'est pas nommé, bien entendu, Courage Fuyant, mais c'est tout de même le représentant de Rhône-Alpes qui a dit que dans ces conditions-là, ma conférence, ma vidéo ne serait jamais publiée par Égalité et Réconciliation. Mais par contre, ils font le truc avec Boucher. Alors expliquez-moi. Vous n'allez pas quand même aller jusqu'à dire que Égalité et Réconciliation et la Soral n'ont rien apporté au renouvellement du paysage de nos milieux? Je l'ai dit à plusieurs reprises, si. Non, ils ont des éléments valables, j'en ai parlé à propos notamment de Vincent Lapierre tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, ça explique peut-être cela aussi, il y a beaucoup de membres d'Égalité et Réconciliation qui viennent vers nous maintenant, qui ont eu un passage à Égalité et Réconciliation, et ça a été, disons, un dégrossissage. Et je vais reciter une nouvelle fois ce que m'a dit un ancien cadre de Égalité et Réconciliation, qui avait eu le malheur de dire qu'il avait assisté à une de mes conférences et qu'il avait ça trouvé très bien. Et bien, il s'est retrouvé à la porte. Alors, voulez-vous m'expliquer? Alors, je ne sais pas si c'est telle ou telle section qui ne sait pas qui est Aleister Crowley, ou bien s'il y a un problème à la tête d'Égalité et Réconciliation. Et apparemment, c'est surtout de ER Paris d'où vient le problème. Ah oui, c'est ER Paris, c'est évident. C'est normal, c'est la hiérarchie. Bah, évidemment, Mais, Paris. Exactement. Vous connaissez l'histoire de cet ami de Bordeaux qui a eu un contact avec un cadre du Pays Basque, de Égalité et Réconciliation. Ce cadre était tout à fait d'accord pour m'inviter pour donner une conférence. Il demande l'autorisation, je pense que c'est sa région de tutelle, la région Aquitaine, qui lui dit pas de problème, et puis ça remonte jusqu'à Paris. Paris, niet. Voilà. Pour moi, ce sont des faits. Alors, bon, si la direction parisienne agit comme ça, eh bien, qu'il ne s'étonne pas de ce que nous allons sortir progressivement pour mettre en garde. On parlait de la Russie. Vous savez que Bernard-Henri Lévy a sorti un livre. Encore un? Oui, qui s'appelle L'Empire et les 5 rois. L'Empire et les 5 rois. Alors les 5 rois sont les dirigeants honnis de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de l'Arabie et de la Turquie, qui rompent l'équilibre du monde au détriment de l'Occident. Et alors on lit, c'est la présentation de l'éditeur qui est Grasset.
La terre a tremblé au Kurdistan. Assiste-t-on à l'éclipse de l'Empire américain et au ressac de l'Occident, où l'on voit les 5 rois des empires déchus, Perses, Turcs, Chinois, Russes, Arabes, partir à la reconquête de leur gloire passée. Comment Trump enterre non l'Amérique d'Obama, mais celle de Virgile. Alors je ne vois pas très bien le rapport. Mais... Oh là 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 là. À quoi pensaient les Iraniens quand ils C'est vraiment aligner des mots qui ne veulent rien dire pour se donner un air intellectuel. Bon, j'arrête la présentation là. Non, c'était juste pour recommander ce dernier bouquin. Oui, merci. Ah, je vais me précipiter pour l'acheter. Apparemment, il a lu d'ailleurs les premières pages, donc il avait été invité dans je ne sais plus trop où, dans quelle salle de Paris, en présence de François Hollande. Rien d'étonnant aussi. Ils ont dû passer des moments délicieux. Ouais. Eh oui. Et comme vous dites, ils tremblent quoi quelque part. Ils ont peur. Ah, ils ont peur. Alors il y a aussi, je l'ai signalé aussi, je crois, le jeune, lors du dernier entretien, et probablement dans une des dernières conférences, c'est le jeu très curieux de la Turquie, qui est à la fois toujours membre de l'OTAN, tout en laissant entendre qu'elle envisageait d'en sortir, qui, sous prétexte de combattre les Turcs, envahit quand même une partie de la Syrie. Les Syriens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord et qui vont envoyer des troupes. Alors, quelle est la part de vérité dans tout ça? Quelle est la part d'un jeu de rôle, encore une fois? Très très curieux. Et puis, Erdogan est tout de même un curieux personnage. On dit qu'il y a des influences... vous savez, de ces musulmans Domné. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors, il a certainement des influences. Bon, il faut rappeler ce que c'est alors. Bon, donc c'est le clan juif, un petit peu comme les néoconservateurs américains qui ont été à l'origine du génocide arménien. Avec à la tête Kemal Atatürk. Donc, incontestablement, il y a un héritage de Kemal Atatürk dans le pouvoir turc moderne, ça c'est certain. Faites bien de le rappeler. Non mais écoutez, on a terminé notre entretien exceptionnel. Exceptionnel. Merci Monsieur Plancard-Lassac. Merci à vous. Merci à vous, Diane, qui a été vraiment la cheville ouvrière dans cette affaire de... je vous en prie, mais je n'ai fait qu'appliquer votre... ma tactique, oui, très bien, mais vous me l'avez rappelé à bon escient. Non, j'apprécie. Merci à vous, mon cher Paul, d'être venu de Bordeaux pour la fête du pays réel, mais finalement vous avez voulu rester pour pouvoir participer à notre entretien, donc c'est une première. Merci à vous. On ne va pas vous faire venir à chaque fois, bien entendu, mais disons que c'est une première. Et puis, merci à vous, Eric. Merci. De votre appui, de vos connaissances, que j'apprécie grandement. Et comme vous disiez très justement, si je me souviens bien, nous avons une équipe très jeune. Oui, plutôt. À part le vieux Décati que je suis, d'après les autres, bien entendu. Je ne sais pas comment vous tenez avec moi face à un Décati dans mon type, de mon genre. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. C'est bien, c'est à la fois l'alliance de la jeunesse et l'expérience de votre âge. Oui. On va bientôt pleurer là. Oui. Non, bon, on coupe. Ah, non, il faut jamais s'attendrir. Hein. Jamais s'attendrir. Donc on se retrouve bon, merci à vous trois. Merci. Et alors au mois d'avril, le 14 avril. Entendu.